Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous proposer ce live sur la prise de parole et sur l'art oratoire. Dites-moi une fois que vous êtes bien présent en commentaire que vous entendez bien. Dites-moi également que vous voyez tout bien. Saluez-moi. Dites-moi bonjour comme il se doit. Moi, je suis très heureux de voir vos commentaires défiler à l'écran. Et donc, comme vous le savez, on va avoir droit pendant les 45 minutes qui suivent à un cours ou plutôt une forme d'initiation à l'art oratoire et à la prise de parole en public. Ça va être assez intense. J'espère que ce sera intéressant. En tout cas, vous allez voir, je pense qu'il y aura de l'information et qu'il y aura peut-être des choses nouvelles pour vous. Dites-moi bonjour, je vois Marine, salut Marine, Charlotte, salut Charlotte, bonsoir Catherine, bonsoir David, super, Agnès nous dit que tout est ok, bonsoir Wilfred, j'espère que tu vas bien, Mehdi, Agnès, très bien, c'est qu'on a tout le monde, on va donc pouvoir commencer. Alors, pour commencer, je vais peut-être me présenter. Qui suis-je? Donc, je m'appelle Nicolas, je suis formateur en prise de parole en public depuis maintenant quelques années, vous l'avez compris. Je viens de Béziers, une petite ville dans le sud de la France. Et ça peut paraître paradoxal, mais j'ai été extrêmement timide quand j'étais tout petit. Pour vous dire à quel point j'étais timide, je me rappelle très très bien au collège avoir eu une amie qui aimait bien faire la bise à tous les amis qu'elle voyait au collège. Et le jour où elle m'a fait la bise, je me suis dit qu'elle voulait se marier avec moi tellement j'avais pas l'habitude de ça. Et donc j'étais ultra timide, j'avais du mal à aller au contact avec des personnes que j'aimais, j'avais peu de confiance en moi. Et juste après le bac, j'ai eu la chance d'intégrer Sciences Po Paris, donc timide mais en même temps plutôt bon élève. Et à Sciences Po, j'ai adoré. Peut-être qu'il y a des amis à moi de Sciences Po qui sont présents dans ce live, mais en tout cas, je pense qu'on a passé 5 années géniales, hyper intéressantes, très festives. On taira les détails. Sauf qu'il y a un truc que je détestais absolument. C'était les exposés. Et dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez eu à faire des exposés lorsque vous étiez étudiant. Pour moi, c'était une horreur. J'en dormais pas de la nuit. Quand j'étais en exposé, je tremblais de tous mes membres. J'avais chaud, c'était pas clair. C'était vraiment une horreur. Et j'ai essayé de me former. Vous savez, je lisais des bouquins, je regardais des vidéos sur YouTube. Et plus je me formais, et plus ça me stressait. C'est-à-dire que plus j'étais en connaissance de ce qu'il fallait faire, et plus je trouvais ça difficile. Donc j'étais vraiment désemparé. Et j'ai fait un échange en 3e année. Je suis parti en Afrique du Sud, au Cap. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de partir là-bas. Un pays génialissime. Et là-bas, j'ai rencontré des gens hyper bienveillants, hyper inspirants. Et au quotidien, j'étais avec des gens qui étaient d'une gentillesse sans nom. Alors à un moment donné, j'ai eu envie de faire pareil. Et je me suis mis à faire des choses un peu osées. Je me suis mis à faire des vidéos sur YouTube. Je me suis mis à faire du sport, moi qui détestais ça. Et en rentrant, allez, je me suis dit que tout était possible et qu'on pouvait, à force de courage, oser faire ce qui nous faisait peur. Et je me suis dit quoi? Tiens, si je faisais des cours de prise de parole. Donc j'ai commencé à en prendre et tous les jours, j'allais faire des exposés. Je trouvais ça, des cours de prise de parole, je trouvais ça très compliqué. Mais petit à petit, je m'y suis habitué et à un moment donné, j'ai commencé à adorer ça. Et j'ai tellement adoré ça que j'en ai rejoint une association d'art oratoire. Et je me suis mis, vous allez rire, à donner des cours à mon tour. C'est-à-dire que je me suis mis à donner des formations, des conférences pour des associations, pour des écoles. Et là, je souffrais de quelque chose que vous connaissez peut-être qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. J'avais l'impression de ne pas être à ma place, de ne pas être assez bon, de ne pas être assez qualifié pour être véritablement formateur en art oratoire. Et donc, au fur et à mesure que je formais, j'ai commencé, comme je vous le disais, à adorer ça. J'en ai créé une association qui s'appelle Tous Orateurs et j'en ai même créé aujourd'hui un cabinet de formation qui s'appelle Silence. Je travaille avec mon associé Alexandra Scora. Et au quotidien, ce qu'on fait, on fait quelque chose de génial, c'est qu'on accompagne des partis politiques, des élus, on accompagne des entreprises, on accompagne des startups, des universités. J'ai la chance aussi d'être enseignant à la fac. Pour faire deux choses. D'abord, pour aider des personnes à être moins stressées, à être plus à l'aise, à prendre du plaisir dans le fait de parler. Et d'autre part, à mieux s'exprimer, à être plus impactant, plus persuasif, à être plus convaincant lorsqu'il s'agit de prendre la parole. Parce que je ne sais pas vous, mais je n'ai jamais eu de cours de prise de parole alors que c'est ce que je fais au quotidien et c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons au quotidien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter de ces 45 minutes qu'on a ensemble jusqu'à 18h45 pour voir quelques techniques pour être plus éloquent, mais aussi pour mieux gérer son stress. Je veux vraiment que ce soit interactif. Donc allez-y, n'hésitez pas à échanger.
On n'est pas dans un cours en fait, on est plus une forme de coaching. Et je veux également qu'il y ait des questions-réponses. Alors, vous savez que vous êtes nombreux, on prendra un temps de questions-réponses à la fin de ce live. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et je reviendrai dessus. Également, Gaëtan me dit de ne pas l'oublier, vous le savez, à la fin de ce live seront tirées au sort 5 personnes qui pourront gagner un pass élève et également une personne qui pourra gagner 5 heures de cours de prise de parole avec moi. Et j'aurai grand plaisir de l'accompagner en art oratoire et de l'aider à être plus efficace, plus performant et plus impactant dans sa communication, qu'elle soit en public ou même bien qu'elle soit personnelle. Alors, on nous dit qu'il y a plein de présidents en puissance. Mais écoutez, c'est une bonne chose. Moi, j'ai une question à vous poser pour commencer. Pourriez-vous me dire ce qui fait, selon vous, qu'une personne est éloquente, est impactante, communique bien? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'écouter quelqu'un? Qu'est-ce qui fait qu'une personne va être à l'aise? Selon vous, que fait une personne qui est à l'aise? Que fait une personne qui communique bien dans ses prises de parole au quotidien? Est-ce que vous pourriez me donner quelques éléments? Pendant ce temps, je lis un petit peu les commentaires. Bon, écoutez, c'est génial si vous arrivez bien à lire. Voilà, moi, je voudrais savoir ce qui, selon vous, fait qu'une personne va bien communiquer, fait qu'une personne va être à l'aise, être charismatique, être présente comme on peut l'entendre parfois. Pendant que vous répondez, voilà, donc je vois Nicole qui nous parle de la voix, Wilfried qui nous dit que, au fond, raconter une bonne histoire, c'est impactant. On nous parle de confiance, on nous parle des fautes d'orthographe. Très bien, on nous parle de voix qui porte, du regard, de l'adresse, on nous parle d'un contrôle de geste, du regard. Alors, c'est très intéressant et vous savez très souvent quand je pose cette question, ce qui revient le plus souvent, c'est « faut avoir confiance en soi ». Et si vous dites ça à une personne qui n'a pas confiance en elle, elle va vous dire « ouais, je connais, mais au final, tu m'aides pas trop en me disant ça parce que je ne sais pas quoi faire justement avec cette idée de confiance en soi ». Et c'est pourquoi je voudrais qu'on ait des aspects très techniques, très pratico-pratiques pour développer cette confiance en soi. Ces piliers, je vous les donne en 1000. Il y en a 3. Le regard, et vous l'avez justement dit dans les commentaires, la posture et la voix. Si vous maîtrisez ça, vous avez 50% du travail d'orateur qui est fait. Évidemment qu'il y a un travail de fond, mais le travail du regard, de la posture et de la voix sont des travaux essentiels pour tout orateur qui a envie de communiquer, toute oratrice qui a envie d'impacter son public. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec un petit peu de théorie et je vous ferai faire des petits exercices pratiques. Me lâchez pas, suivez-moi s'il vous plaît, parce que sinon je vais me sentir un peu ridicule tout seul. Donc d'abord, commençons par le regard et je vois que vous continuez, donc c'est super à mettre quelques commentaires. Connaissez-vous ce qu'on appelle le spotlight effect ou l'effet de projecteur? Si vous ne le connaissez pas, vous allez peut-être apprendre quelque chose ce soir. L'effet de projecteur, c'est un biais cognitif qui a été découvert par 2 psychologues du nom de Thomas Gilovich et Kenneth Savitsky. Ils ont montré que lorsqu'on marche, lorsqu'on évolue, lorsqu'on se déplace, au quotidien donc, nous avons toujours l'impression d'être le centre de l'attention. Je vais au supermarché, je fais mes courses et j'ai l'impression d'être le centre de l'attention. J'ai l'impression d'être toujours regardé. Et cet effet de projecteur, dites-moi si vous en souffrez plus ou moins, il est d'autant plus fort que l'on est timide. Les personnes qui sont timides ont terriblement l'impression d'être le centre de l'attention, d'être toujours regardé. Et dans une prise de parole, cet effet de projecteur, ce spotlight effect, est renforcé. Vous avez plusieurs regards posés sur vous et donc, c'est bien le signe que je suis le centre de l'attention. C'est bien le signe que je suis, comme je le pensais, regardé en tout temps. Ce qu'on va faire pour diminuer cet effet de projecteur, c'est se dire ceci. Je ne suis pas regardé, c'est moi qui regarde. Je ne suis jamais, quand bien même je suis en public, le centre de l'attention. Ce sont les autres qui sont le centre de mon attention. Ce sont eux qui sont la star, en anglais, la star qui brille. Et s'ils sont la star qui brille, s'ils sont l'étoile, c'est eux que je vais regarder. Donc on va vraiment se rappeler de ceci. Je ne suis jamais le centre de l'attention, c'est toujours l'autre qui est le centre de mon attention. C'est lui la star, c'est lui qui brille. C'est pas moi qui suis regardé, c'est moi qui regarde. Si demain vous êtes face à un public de 30, 40, 50, 10 000 personnes, ce n'est pas 10 000 personnes qui vous regardent, c'est vous qui regardez 10 000 personnes. Et là, on va vraiment changer de paradigme dans le rapport aux autres et dans le rapport à la prise de parole. Donc le regard pour se décentrer et perdre, en bon français, l'effet de projecteur. Deuxième chose, le regard pour être plus fluide. Je suis sûr et certain que ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive assez souvent d'ailleurs en ce moment, peut-être que c'est le confinement, on verra, de perdre un peu le fil de mes idées et de chercher mes mots. Et peut-être que ça vous arrive aussi, c'est assez dérangeant.
Et en vérité, on cherche d'autant plus nos mots qu'on perd ce regard, ce contact visuel, ce fil invisible du regard. Stéphane André, un maître de l'art oratoire, nous dit ceci: l'orateur est le funambule des mots sur le fil du regard. Je me répète. L'orateur est le funambule des mots sur le fil du regard. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous avez tendu un fil qui permet de faciliter le transport des idées, l'envoi de messages, et bien dès lors que vous le rompez, dès lors que ce regard se casse, eh bien le funambule tombe. Les idées ne viennent plus. Donc à vous en tant qu'orateur de maintenir ce fil, de tisser la relation, et lorsque vous tissez la relation, vous vous donnez des billes pour être beaucoup plus fluide. À vous donc de maintenir ce regard pour créer de la fluidité. Troisième chose, connaissez-vous les neurones miroirs? Pouvez-vous me dire en commentaire si vous avez déjà entendu parler de cette découverte scientifique, les neurones miroirs, qu'on appelle également les neurones empathiques? Si vous ne les connaissez pas, sachez qu'ils ont été découverts par un biologiste italien. Ce biologiste s'appelle Giacomo Rizzolatti. On est dans les années 80-90. Et Giacomo Rizzolatti, il fait une expérience assez drôle. Il va brancher un singe à des électrodes. Et il va en prendre un deuxième qu'il va également brancher à des électrodes. Le premier est en train de manger une banane. Le second observe le premier. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsque le premier mange une banane, vous savez, on active les neurones moteurs pour activer le déplacement normal. Donc, je porte la banane à ma bouche, j'active des neurones moteurs. Et le second, par la seule observation du premier, activait exactement les mêmes neurones. Et ça, c'est fort. Ça veut dire qu'en ce moment, vous êtes en train de regarder, peut-être que vous me voyez faire des gestes, et bien dans votre cerveau, et d'autant plus si vous m'appréciez, et ça, je ne peux pas en être garant, mais en tout cas, dans votre cerveau s'activent des neurones qui s'activent également dans le mien. Et dans le vôtre, ces neurones s'activent par la seule observation. C'est ce qu'on appelle des neurones miroirs. Ce sont des neurones qui nous permettent d'être sympathiques, de réagir de la même façon que nos interlocuteurs. Donc si vous voulez faire en sorte d'être écouté, commencez par écouter les autres. Et pour écouter les autres, rappelez-vous de cette phrase du philosophe Paul Claudel qui disait « l'œil écoute ». Un public ne peut être écouté que par le regard qu'on lui porte. Vous le savez, votre public ne parle pas. Par contre, son corps parle pour lui. Et si vous voulez que son corps parle pour lui et y être sensible, c'est à vous de le regarder. Si vous le regardez, neurone miroir, vous lui donnez envie de faire pareil. Et donc de vous regarder à votre tour. Donc si vous voulez être écouté, appuyez-vous sur le regard, donnez-lui ce regard et vous verrez comme par hasard, vous aurez exactement le même regard qui vous sera rendu. En communication interpersonnelle, on parle de synchronicité et là c'est encore un autre sujet. Techniquement, ce que je vous propose, c'est de regarder vos interlocuteurs en suivant 4 grands principes. Le premier, c'est de se dire que le regard est condamné au singulier. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Vous savez, très souvent quand on parle devant un grand public, stress, on se dit voilà, ça va être difficile, on va peut-être pas y arriver. Et au fond, quand on réfléchit bien, on ne fait que parler à un individu, puis à un autre, puis à un autre, puis à un autre. Concrètement, je ne fais que recréer des relations interpersonnelles à deux, à l'intérieur d'une grande masse. Je vais vous dire un secret, moi je ne sais pas parler en public. Par contre, je sais parler à un individu, puis à un autre, puis à un autre. Et c'est ce que je vais vous demander de faire. Le regard est condamné au singulier. Donc vous allez regarder une personne à la fois et vous allez voir que vous serez beaucoup plus à l'aise et également que vous concernerez davantage votre public, c'est-à-dire les différents membres qui le constituent. Vous ne parlez pas en public, vous parlez au public. Ça peut être une petite astuce. Donc un regard qui est dit singulier, hasardeux et aléatoire. Ça veut dire qu'on va regarder tout le monde. Vous avez peut-être déjà entendu cette astuce, on vous a peut-être déjà dit, si vous n'êtes pas très à l'aise, regardez le fond de la salle, ou regardez le mur au fond, ou regardez les gens ici, là, entre les yeux, ça marche bien ça. Ce qui est terrible, c'est que je crois que c'est un très mauvais conseil. Enfin, ça peut être un très bon conseil si on a un peu de mal, mais le public n'est pas dupe. Et à une certaine distance, d'une, le public s'en rend compte, de deux, vous ne pouvez pas vraiment capter les intentions, les émotions de votre public. Donc, essayez de créer une relation intéressante en regardant vos interlocuteurs dans les yeux. Aléatoire et hasardeux. Je vais donc regarder tout le monde et pas que mes amis, sinon c'est une prise de parole entre amis et c'est plus une prise de parole en public. Dernière chose, on va faire en sorte de choisir l'intérêt de son regard. Alors là, je vais vous faire une petite confidence. Quand j'étais petit, moi, j'avais mon papa qui est ivoirien, donc qui est né en Côte d'Ivoire, et il se trouve que dans sa culture, regarder quelqu'un droit dans les yeux trop longtemps, c'est parfois un signe d'irrespect. C'est chercher à défier l'autorité naturelle d'une personne. Bon. Quand on croit ça, on comprend tout à fait que regarder quelqu'un dans les yeux, c'est pas
super agréable. Il y a des gens qui le croient et dans l'exercice qui s'appelle l'exercice de la planche. En quoi consiste cet exercice? Alors tout simplement, vous allez vous lever et je vais poser mon micro. Donc vous allez m'entendre mais un petit peu à distance. Je vais vous demander de faire la planche. Alors, vous me voyez très bien. Donc vous allez faire la planche. Qu'est-ce que j'entends par la planche? Ça va être un peu sportif. Hein, la prise de parole, c'est un sport. Je vais faire ceci. Je tends les bras et je vais chercher à lever la jambe. Vu que vous êtes sûrement plus sportif que moi, je ne suis pas très sportif, eh bien je vais vous demander de le faire, mais en fermant les yeux. Dans un premier temps, vous allez le faire en fermant les yeux. Et vous allez voir si c'est facile, si vous y arrivez facilement. Donc, je vois que vous avez peut-être perdu la page. Donc, je vous demandais, mince, ça coupe. Donc, je vous demandais de faire la planche. Donc, la planche, hop, je me mets debout, je mets un pied au sol, je lève l'autre et je ferme les yeux. Suite à ça, je vais vous demander de refaire la planche, mais lorsque vous allez refaire la planche, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez fixer un point et vous n'allez pas lâcher ce point. Que va-t-il se passer? Vous allez voir qu'il est plus simple de faire la planche en fixant un point plutôt qu'en lâchant le regard, plutôt qu'en fermant les yeux. Qu'est-ce que je veux vous montrer par là? Je veux vous montrer que le regard vous permet d'être beaucoup plus stable. Le regard aide à être bien ancré physiquement, mais également mentalement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si demain je prends la parole et que je ne regarde personne, que je regarde un peu dans tous les sens, eh bien je peux m'assurer que mes idées ne seront pas claires. Je peux m'assurer que les idées ne viendront pas aussi facilement que je l'aurais aimé. À vous donc de vous appuyer sur le regard, de faire de l'autre votre point d'appui, de vous aider de ce public pour créer une interaction et vous allez voir que vous serez beaucoup plus à l'aise et que vous prendrez beaucoup plus de plaisir dans le fait de vous exprimer en public. Donc voilà, Marine nous dit que ça marche mieux en regardant, c'est donc un bon signe. On va maintenant parler de ce deuxième pilier dont je vous parlais. Ce deuxième pilier, c'est la posture. La posture, c'est énormément de choses. Et beaucoup de gens vous diront « tiens-toi droit, tiens-toi pas droit, etc. » Moi, j'aimerais vous parler d'une étude. Une étude réalisée en 2010 par l'équipe d'une certaine Amy Cuddy. Amy Cuddy était accompagnée d'un certain Andy Yap et de Dana Carney, elle est psychologue, et elle a fait une conférence TEDx assez connue, la deuxième conférence TEDx la plus regardée de l'histoire. Et Amy Cuddy, ce qu'elle nous dit, c'est la chose suivante. En fait, elle fait une expérience. Elle demande à 42 personnes, un peu plus de femmes que d'hommes, de se tenir dans une certaine posture, la fameuse posture de Wonder Woman, vous savez, les mains sur les hanches, les pieds écartés et la tête relevée. Et elle dit à ces personnes, vous allez rester comme ça pendant 2 minutes. Et elle fait des tests salivaires avant-après pour voir si le fait de se tenir comme ça modifie les taux d'hormones. Et ce qu'elle observe est assez fort. Elle observe que lorsqu'on se tient dans la posture de Wonder Woman plus de 2 minutes, il y a une augmentation de la testostérone, qui est une hormone associée à la confiance en soi et à la prise de risque dans son étude, et une diminution du cortisol, une hormone associée au stress dans son étude. Alors elle va plus loin, et elle se dit, c'est intéressant comme résultat, mais j'ai envie d'aller creuser davantage. Elle demande à ces mêmes personnes de croiser les bras, de croiser les jambes, de regarder par terre. Test salivaire avant-après, et les résultats qu'elle observe sont unanimes. Diminution de la testostérone, toujours associée à la prise de risque et à la confiance en soi, qu'on soit un homme ou une femme, et augmentation du cortisol. Elle en déduit la chose suivante. Avant une prise de parole, adopter la posture de Wonder Woman ou adopter une posture bien relevée pour être plus impactant, mais surtout pour être plus en confiance. Alors maintenant, si je m'arrêtais là, je vous laisserai sur, presque une fausse note ou presque un mensonge. Pourquoi? Puisqu'en 2014, vous avez une chercheuse allemande qui s'appelle Eva Rein-Hill. Et Eva Rein-Hill réalise exactement la même expérience, sauf qu'elle est plus maligne. Elle ne va pas demander à une quarantaine de personnes, elle va demander à 200 personnes de faire l'expérience. Et lorsque vous avez 200 personnes qui font l'expérience et qu'on fait des tests salivaires avant-après, devinez quoi? Aucun résultat. Il n'y a pas de variation d'hormones suffisamment concluante pour dire que la posture a un impact sur la testostérone ou cortisol. Il n'y en a aucun.
Ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il y a du placebo. En fait, en vérité, depuis tout petit, vous savez très bien que lorsqu'on a les bras croisés et la tête baissée, on est en fait un peu puni, on n'est pas très en forme ou en confiance. Et vous savez également que lorsqu'on a les mains sur les hanches et qu'on est en expansion, eh bien c'est tout l'inverse. Si cet effet placebo marche sur vous, servez-vous-en. Exploitez-le. Sinon, ne vous en servez pas. Mais en tout cas, sachez que la posture a un impact pour la majorité d'entre nous sur la confiance que l'on ressent. Et à ce propos, je vous propose de tester la posture et de voir avec moi quels sont les 4 appuis fondamentaux d'une posture réussie. Alors, la posture, d'abord, ce qu'on va voir, c'est techniquement ce qu'on doit faire. Je vais me mettre debout et je vais poser, hop, vous avez mon micro qui est là. Alors, vous ne voyez pas forcément, mais sachez que la posture, je vais peut-être la travailler assise, tiens, ça sera plus efficace, mais je vous invite à vous mettre debout si vous le souhaitez. D'abord, c'est un ancrage au sol. L'ancrage au sol, c'est un écartement des pieds qui correspond à l'écartement naturel des hanches. Essayez de ne pas trop écarter vos pieds, essayez de ne pas trop les rapprocher. Ça, c'est bateau, vous le savez. Deuxième chose, est-ce que vous pourriez me dire dans le chat qui, sous l'effet du stress, a déjà eu, vous savez, les jambes un petit peu flageolantes ou les jambes un peu tremblantes. Je vais prendre la parole et je sens du stress et je sens que ça tremble un petit peu au niveau des jambes. Qui a déjà ressenti ce genre de sensation assez désagréable dans ce live? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir ça? Si c'est le cas, si vous avez déjà ressenti ça, sachez qu'il y a une explication d'ordre physiologique, le stress. Mais il y a aussi, et Marie-Dominique nous dit que oui, Christiane nous dit que moi, vous allez être assez nombreux. Souvent, quand on est tendu, on veut se tendre davantage pour contrebalancer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va rentrer les genoux, c'est-à-dire qu'on va être bien droit, un peu comme un militaire. Sauf que vous pouvez faire le test, mettez-vous debout, tenez-vous bien droit, vous allez voir que vos cuisses sont en contraction. Parfois, elles le sont énormément. Et à un moment donné, si vous contractez vos cuisses trop longtemps, il est normal que celles-ci se mettent à galvaniser et à trembler. À vous donc, lorsque vous prenez la parole, de chercher la droiture, pas en bas, mais en haut. À vous donc de chercher à être droit ici, pas en bas. Ça ne sert à rien, les gens vous regardent en haut, pas en bas. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, rapprocher nos omoplates. Tout le monde voit ce que sont les omoplates, tout le monde voit où sont les omoplates. Les omoplates, les deux os qu'on a dans le dos, vous allez tout simplement les rapprocher. Alors qu'est-ce qui se passe si je rapproche mes omoplates? Naturellement, je vais ouvrir mes épaules. C'est intéressant de le penser comme ça parce que, pour vous dire un retour des coachings que j'ai réalisés dans mon histoire, souvent, quand on est une femme et même quand on est un homme, au fond, donc là-dessus, pas de sexisme à mener, on peut être un peu gêné à l'idée de se dire, je vais mettre la poitrine en avant. Ça fait un peu coq, vous savez, ça fait un peu, voilà, j'ai envie de... Il y a des gens qui sont gênés et je le comprends tout à fait, moi le premier. Maintenant, si je me dis que je vais chercher à avoir de la droiture derrière au niveau du dos, là, ça change la donne. Donc, dites-vous que vous allez chercher à être droit, pas spécialement en étant droit, en bas, mais vous allez simplement rapprocher vos omoplates. Rien de plus et vous allez voir que ça fera une belle petite différence. Dernière chose, pour ceux qui ont fait de la danse, on va penser à l'arrière du crâne et on va tirer la tête de sorte à l'imaginer rentrer. Ne le faites pas de trop, sinon vous allez basculer dans ce qu'on appelle l'effet robot. Alors l'effet robot, c'est terrible, c'est l'impression de ne pas être naturel. Peut-être que certains d'entre vous qui sont dans le chat se disent oui, alors Nicolas, c'est hyper intéressant, tu nous dis que c'est bien de se tenir droit, je le sais déjà, donc voilà, tu m'apprends pas grand-chose. Et vous vous dites, bon, quand je fais ça, moi je me sens vraiment robotique, je me sens pas à l'aise en fait, donc j'ai pas trop envie de faire ça. Et là, je vous invite à vous rappeler d'une chose, la différence entre naturel et habituel. Au fond, je ne sais pas trop ce qui est naturel. Par contre, j'ai l'impression que beaucoup de choses deviennent habituelles. Vous m'auriez dit il y a 6-7 ans que prendre la parole pouvait être facile, je vous aurais rigolé au nez et je vous aurais dit d'accord, mais pas pour moi. Mais je peux vous assurer qu'avec de la confiance, de la pratique, de la technique et des outils, on peut faire de la prise de parole une habitude et avoir l'impression que ça devient naturel. Mais c'est une question d'habitude et c'est une question de pratique. Si je n'ai pas l'impression que c'est naturel, je peux me poser la question, est-ce que c'est une question de naturel ou est-ce que c'est une question d'habituel? Pour ce qui est de la posture, demandez aux personnes qui se tiennent droit et qui sont plutôt grandes, vous verrez
qu'elles vous diront « Maman, on m'a rabâché de me tenir droit parce que dès que je ne me tenais pas droit, ça se voyait tout de suite. » Donc pour la posture, ça peut être intéressant d'y penser. Pour la suite, on parle de la posture et logiquement, quand on parle de la posture, vous savez, on parle forcément des gestes. Alors, les gestes, c'est un vrai sujet et j'ai une question à vous poser là-dessus. Pensez-vous que le fait de faire des gestes est une bonne chose? Pensez-vous que, au fond, on est plus éloquent quand on se sert de ses mains, quand on se sert de son corps pour parler? Et je vois qu'on nous dit déjà qu'en ce qui me concerne, je fais énormément appel à la gestuelle quand je stresse. Donc c'est intéressant. Ça veut dire que ça peut être utile. Pour ce qui est de nos mains. Alors, je ne vais pas prendre le temps d'en parler ici. Ça mériterait au moins 2 cours entiers, le sujet de la gestuelle, mais sachez que c'est un sujet fondamental et à l'occasion, on pourra en discuter. Je vous laisserai mes coordonnées par la suite. Mais je vais commencer à en parler un peu parce que je pense que c'est important. Pour ceux qui en doutent, sachez que les gestes permettent d'être plus écoutés. En effet, vous avez un cabinet américain qui s'appelle le Cabinet of Science qui a réalisé une étude assez drôle là-dessus. Ils ont demandé à 500 personnes de classer des conférences TEDx de la meilleure à la moins bonne. Et il se trouve que les conférences qui ont été classées comme les meilleures, qui recevaient le 10 sur 10, elles étaient réalisées en moyenne par des conférenciers qui faisaient plus de gestes. Et ça peut sembler étonnant, mais en général, on a tendance à plus écouter et même à plus apprécier les gens qui se servent davantage de leurs mains. Deuxième fait, vous le savez sûrement, on retient 10% de ce que l'on entend, 20 à 30% de ce que l'on voit. Donc si vous faites des gestes, vous donnez à voir ce dont vous êtes en train de parler et donc vous favorisez la mémorisation. Troisième chose, le fait de faire des gestes va vous aider à développer votre prosodie. La prosodie, qu'est-ce que c'est? C'est la mélodie de la voix. Vous savez, les journalistes, notamment sur BFM TV, on fait qu'écouter ça en ce moment, mais... donc les journalistes sur BFM TV, ils ont une prosodie particulière. Ça a un ton, un rythme de voix très particulier. Cette prosodie, elle est magnifiée, elle est d'autant plus forte que vous savez votre corps pour vous exprimer. Donc n'hésitez pas à le faire, développez votre prosodie en appuyant votre prosodie avec votre gestuelle. Et puis, parfois, les mains, les gestes peuvent apporter des informations supplémentaires au discours parlé. Qu'est-ce que j'entends par là? Il suffit que je vous dise, quoi qu'il arrive, on reste en contact. Hein, on reste en contact. Là, je vous ai dit inconsciemment, ok, on reste en contact, mais ce contact va se faire par téléphone. Donc, je ne vous ai pas dit on s'appellera, mais je vous ai dit on reste en contact et vous avez compris grâce à ce geste que ça se fera par téléphone. C'est ce qu'on appelle un geste co-verbal et vous avez beaucoup de spécialistes en la matière. On pourrait parler de typologie de gestes. Je pourrais vous dire comment faire pour apprendre les bons gestes. Ça mériterait, comme je l'ai dit, au moins 2 cours. Mais sachez que c'est un sujet que je trouve passionnant et que chacun devrait pouvoir, à mon avis, avoir à entendre et surtout devrait pouvoir se former dessus. On a parlé de regard, on a parlé de posture, on parle un peu de gestuelle. Et maintenant, j'aimerais parler de voix. Je vous l'ai dit, hein, c'est l'un des 3 piliers qui fait la différence pour être éloquent, gérer son stress. La voix, moi j'aimerais savoir d'abord qui ne l'aime pas. Ou plutôt qui n'aime pas sa voix. Vous savez, aujourd'hui, on envoie tous des messages vocaux sur nos différents réseaux sociaux. Et moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent tu sais, moi, j'aime pas trop ma voix. Je sais pas, j'ai du mal avec ma voix, j'aime pas me réécouter, je trouve ça compliqué. Si c'est votre cas, dites-le moi. Et si on va aller plus loin, dites-moi tout de suite ce qui fait que vous n'aimez pas votre voix, ce qui fait que dans votre voix, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait que j'aime pas trop ma voix, selon vous? Donc Hélène nous dit moi, on nous dit la vie en général, alors c'est possible. Christiane nous dit moi, Vincent nous dit qu'il en a horreur, Yannick moi, Lambda moi. Alors vous voyez, vous êtes assez nombreux. Quand on dit ça, moi j'aime bien savoir exactement qu'est-ce qui ne va pas. Alors sachez que la voix, c'est plusieurs paramètres. La voix, c'est un timbre. Alors le timbre, c'est la voix naturelle. La voix naturelle, c'est, si vous voulez, pour faire une analogie, imaginez que vous faites peut-être un instrument de musique, du piano et de la flûte. Le la d'un piano, ce n'est pas le la d'une flûte. Pourtant, c'est la même note. Eh bien, c'est exactement ce qui fait que mon timbre de voix n'est pas le vôtre. Le timbre, c'est un ensemble morphologique, génétique, qui détermine les caractéristiques de notre voix. On n'y peut rien. En vérité, on peut vraiment le travailler. Certains acteurs le peuvent, mais c'est comme travestir sa voix. Et moi, je vous invite à ne pas toucher à votre timbre. Par contre, vous pouvez toucher à plein d'autres paramètres qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Le second paramètre, c'est le débit. Et peut-être que certaines personnes l'ont dit, mais on a tous tendance, moi le premier, à parler très vite, parfois trop vite. Et un débit très rapide, ça peut causer des problèmes. De la même manière qu'un débit trop lent peut être également problématique. Mais sachez que le débit, c'est un vrai paramètre, la vitesse d'élocution, qui se travaille aussi en séance.
Vous avez ce qu'on appelle la hauteur, donc la hauteur de voix, grave, aigu. Je parle plutôt grave, je parle plutôt aigu. Et à la hauteur, on va associer la notion d'intonation. Je vous parlais tout à l'heure de prosodie. L'intonation vocale, c'est ce qui fait qu'une voix est mélodieuse. Des études scientifiques ont démontré récemment qu'on avait plus confiance en les gens qui ont des voix mélodieuses, qui créent des intonations et des variations. Donc pareil, ça se travaille. Je le travaille avec beaucoup de clients et sachez que ça permet vraiment de faire une différence. Autre paramètre, l'articulation, la diction. Pareil, vrai sujet, hein, vous savez très bien qu'aujourd'hui on parle de plus en plus vite, on articule de moins en moins bien. Et c'est terrible parce que quand on n'est pas capable d'articuler, on a du mal à se faire comprendre. Et enfin, vous avez le souffle. Le souffle qui est, je crois, à la base de beaucoup de mots que nous rencontrons dans nos prises de parole. Alors, j'aimerais vous parler de la voix, j'aimerais vous parler donc de beaucoup de paramètres, mais je vais me concentrer, je crois, sur l'un des paramètres clés d'une bonne respiration, pardon, d'une bonne gestion du stress, mais aussi d'une belle voix, qui est donc la respiration. J'ai vendu la mèche. Je crois que ici, entre nous là, nous connaissons tous plus ou moins ce qu'on appelle la respiration ventrale. J'imagine que vous vous intéressez à tout ce qui est formation, vous vous intéressez au développement personnel, que vous aimez bien prendre soin de vous. Et donc, si je vous dis respiration ventrale, je ne vous apprendrai rien. Et donc, on ne va pas se concentrer que sur ça, on va aussi mettre en pratique. Sachez qu'à côté de la respiration ventrale, il existe aussi d'autres formes de respiration. La respiration claviculaire et la respiration thoracique. Cette respiration claviculaire, quoi qu'il arrive, ne l'ayez jamais. Pour vous donner un exemple de personne qui a adopté cette respiration claviculaire, je vous invite à regarder la vidéo d'Emmanuel Macron en 2017, la fameuse « C'est notre projet ». Et vous allez voir que le candidat aux élections présidentielles de 2017 avait à ce moment-là une voix qui était issue d'une respiration thoracique. Donc, si vous voulez éviter cette respiration thoracique, cette respiration claviculaire, je vous invite à travailler votre respiration ventrale. La respiration thoracique, c'est une respiration qui découle d'une respiration haute. Vous savez, nous pouvons respirer avec cette partie-là, cette partie thoracique, et nous pouvons respirer avec le ventre. Si vous voulez respirer avec le ventre, on va tout de suite faire un petit exercice très simple. Je vais vous demander de mettre une main sur votre cage thoracique, donc une main sur le haut de votre corps, et une seconde main sur votre bas-ventre. Et je vais vous demander d'inspirer. D'inspirer, d'expirer, d'inspirer, d'expirer. On est sympa, on le fait soft, et on va d'abord le faire sans exercice en plus. Donc vous mettez une main sur le ventre, vous mettez une main sur le haut du corps, et je vous demande de respirer, d'inspirer, d'expirer, et de me dire, dans votre cas, quelle est la main qui bouge? Est-ce que c'est plutôt la main du haut ou est-ce que c'est plutôt la main du bas? Lorsque vous le faites, est-ce que vous avez un mouvement de la main du haut? Est-ce que vous avez plutôt un mouvement de la main du bas? Dites-le moi en commentaire. Je vois que vous êtes concentré sur autre chose. Alors, je vais répéter parce qu'il est possible que certains n'aient pas compris puisqu'il y a des petits bugs. Je mets une main en haut sur la cage thoracique. Je mets une main en bas sur le ventre. Et je respire, j'inspire, je prends de l'air. Lorsque j'inspire et que je prends de l'air, pourriez-vous me dire quelle main bouge? Est-ce que c'est plutôt celle du bas ou est-ce que c'est plutôt celle du haut? Tout simplement. Et je vous attends au tournant là-dessus. Vous allez voir que pour certaines personnes, ça va être plutôt celle du haut, pour d'autres, ça va être plutôt celle du bas. Vous l'avez compris, et sûrement que vous le savez déjà, une respiration ventrale est associée à une respiration basse. En effet, vous avez le diaphragme qui est un muscle qui bouge. Agnès nous dit plutôt en haut. Pour d'autres, on aura plutôt en bas. Sachez que pour la prise de parole, il est très intéressant d'avoir une respiration ventrale plus thoracique. Les deux. Maintenant, si je ne suis pas suffisamment à l'aise dans l'exercice de la prise de parole, je vais me contenter d'une respiration ventrale qui sera largement suffisante. Si vous voulez développer votre respiration ventrale, on va faire des petits exercices bien sympas. Je vais vous demander de respirer le plus profondément possible. Mais ce que vous allez faire, vous, c'est que vous allez vous allonger. Vous allez vous mettre par exemple sur votre canapé, ou bien, si vous voulez rester debout contre un mur, et vous allez respirer en restant contre le mur, ou bien sur le canapé. Vous allez voir que dans cette position-là, la cage thoracique sera bloquée et vous serez obligé de respirer avec le ventre. Vous serez obligé d'avoir une respiration ventrale.
Ça, c'est la première possibilité pour ceux qui veulent s'y entraîner. La deuxième possibilité, c'est de faire avec moi les exercices suivants. Si vous me voyez bien, je vais vous demander de produire ce que je vais faire. Attention, baissez le son, ça va être un peu spécial. Je vais prendre de l'air et je vais faire ceci. Et vous allez faire ça, le son TS, donc vous allez vider l'air qui est dans votre ventre comme si un ballon se dégonflait. Et en faisant ça, vous allez être capable de commencer à passer d'une inspiration ventrale à une expiration, à une production de son. Pas tout à fait de voix, mais de son. Si vous arrivez à faire ça, je vais vous demander de passer au niveau d'après et de faire ceci. Ce que je suis en train de faire, c'est d'envoyer par à-coup de l'air. Et en faisant ça, vous travaillez sur votre diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle. Comme à la salle de sport où on soulève des haltères, on peut tout à fait travailler son diaphragme. Si vous travaillez votre diaphragme et sa souplesse, sa capacité à s'abaisser, vous allez développer votre respiration ventrale. Donc cet exercice de j'envoie de l'air par à-coup est un très bon exercice pour être plus à l'aise. Et puis, si vous y arrivez, et là, on va passer au niveau d'après. Voilà, Elsa nous dit, donc c'est bon signe. On passe au niveau d'après. Là, je vous garantis rien, mais sachez que c'est un très bon exercice pareil pour travailler sur sa respiration. C'est de faire la chose suivante. J'inspire avec le ventre et je fais le son suivant. Ha, 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 ha. J'espère ne pas vous avoir trop surpris. En tout cas, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens, au-delà de la production d'air, produire du son. Et ça, c'est très important parce que quand vous parlez, vous savez, les cordes vocales se rapprochent, puis se détendent, se rapprochent, puis se détendent. Si vous voulez être capable de produire du son, il faut donc rapprocher ces cordes vocales. Et en faisant cela, je m'entraîne à faire bouger mon diaphragme tout en produisant du son. Alors, un petit bonus, pour ceux qui veulent travailler cela, pareil, la respiration, c'est une question d'habitude. Je vous invite à télécharger l'application Respirelax Plus. Respirelax Plus, c'est une application gratuite que vous pouvez trouver sur Android ou sur Apple Store. C'est une application qui permet de travailler ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est une méthode théorisée par le docteur Schreiber en France et qui aide à mieux gérer ses émotions, à mieux gérer sa respiration ventrale et à beaucoup mieux s'exprimer, en tout cas à faire porter sa voix davantage. Voilà pour la respiration, voilà pour la voix. Vous vous en doutez, il pourrait y avoir énormément de détails à ajouter sur ce sujet qui est passionnant. Mais pour terminer, j'aimerais vous laisser sur une petite note, allez, on va essayer de dire le mot inspirante. Vous savez, la première fois que j'ai accompagné une personne en prise de parole, ça remonte à maintenant quelques années, je lui avais enseigné, il s'appelait Jean d'ailleurs, et j'avais enseigné à Jean toutes ces méthodes de regard, de posture, de voix, de gestuelle, etc., etc. Et Jean maîtrisait super bien toutes ces techniques-là. Il était vraiment très 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 à l'aise et c'était assez étonnant de voir à quel point il avait tout compris de cette méthode. Il a vraiment tout compris de ces techniques. Et à un moment, Jean s'est mis à se toucher les mains, vous savez, à faire des gestes parasites. Et c'était un peu bizarre. Donc je lui ai dit, Jean, c'est marrant, toi qui maîtrisais super bien le RDV, tu rates un peu le RDV puisque tu fais des gestes parasites. Il m'a dit, ah, mais c'est marrant, je m'en suis pas rendu compte. Donc, j'arrête. Et donc, il a arrêté. Et à un moment, je lui ai dit, voilà, bon, c'est pas très grave. Et il prend la parole. Et il se met il le faisait pas avant, il se met à toucher les cheveux. Mais de manière assez régulière, assez stéréotypée. Et je lui dis, Jean, c'est bizarre, tu ne te touchais pas les cheveux avant. Et là, tu viens de te toucher les cheveux. Il me dit, ah bon, je me suis pas rendu compte. Donc, il arrête. Et puis, il reprend la parole, puisqu'on était dans un cours. Et il se met à cligner des yeux. Vous savez, comme les personnes qui ne sont pas très à l'aise, malheureusement, et qui clignent des yeux assez rapidement. Et je lui dis, Jean, c'est marrant, tu clignes des yeux. Et il n'arrivait pas à s'arrêter. Et à ce moment-là, je crois que j'ai compris une chose, c'est que vous pouvez avoir les plus belles techniques du monde, vous pouvez avoir les plus beaux outils du monde, et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'outils à fournir et que je pourrais vous en donner à l'appel. Mais si au fond, vous n'avez pas géré la peur, celle-ci s'exprimera toujours d'une certaine façon. Puisqu'au fond, tous ces petits gestes, tous ces petits signes de nervosité ne sont que des mécanismes de traitement de la peur.
ne sont que des mécanismes qui aident à contenir cette peur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous pouvez faire un super beau travail de façade, vous pouvez faire un excellent travail de forme. Si vous n'avez pas changé l'état d'esprit, si vous ne savez pas pourquoi il y a peur, si vous ne savez pas pourquoi il y a stress, vous n'arriverez pas à dépasser certaines limites. Et c'est pourquoi il est essentiel, en plus de travailler sur ces techniques qui, je crois, sont géniales et qui, en tout cas, moi, me passionnent, de travailler en profondeur sur sa personne, de comprendre quelles sont les peurs qui me taraudent, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de faire des erreurs, la peur du regard des autres, la peur de l'échec, la peur de ne pas être légitime ou du syndrome de l'imposteur. Et quand j'ai travaillé sur ces peurs, je peux vous assurer que, qui que l'on soit, dès lors qu'on travaille avec la restructuration mentale sur la base de ce qu'on appelle l'heuristique du jugement, on peut vraiment passer à un autre niveau. Je crois que la prise de parole, c'est quelque chose de génial pour le développement personnel de chacun. Et je crois vraiment que tout le monde, et c'est le sens de la réforme du bac, mérite de pouvoir s'entraîner et de pouvoir se former à cet art qui est, je crois, plus qu'un art, une passion pour beaucoup, en tout cas une compétence exceptionnelle. Je vais donc m'arrêter là. Je vais vous dire que ce n'était qu'une mise en bouche. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Avant de terminer et de vous annoncer le petit cadeau que vous allez pouvoir voir, je voulais remercier très très solennellement l'équipe de Superprof, notamment Gaëtan qui a été, vous ne le voyez pas derrière, mais d'une aide vraiment très très encourageante, qui organise ses lives avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de qualité. Et grâce à lui, j'ai pu organiser ça, on a pu organiser ça ensemble. Et voilà, derrière ces petites mains, derrière Superprof, il y a des gens qui sont vraiment géniaux et bravo à vous. Donc je vous l'ai dit, on fait gagner un cadeau. On fait gagner 5 heures de cours de prise de parole avec moi, avec Silence, qui est donc le cabinet, et on passe par Superprof. Ces 5 heures de cours, elles vont en fait pouvoir être gagnées facilement. Je vais vous poser une question et par la suite, je vais devoir choisir une personne pour gagner ces 5 heures de cours. Donc voilà, je vais vous poser cette question et je crois que je vais tout simplement choisir la première personne. La question, c'est la suivante. Comment s'appelle la chercheuse allemande que j'ai citée au tout début qui a contredit les résultats d'Amy Cuddy sur la posture de puissance? Comment s'appelle la chercheuse allemande qui a contredit Amy Cuddy sur la posture de puissance, sur les power poses? J'ai cité son nom, peut-être que vous l'avez entendu, peut-être pas, et on sélectionnera une des premières personnes qui a entendu son nom et qui l'a réécrit. Alors je crois l'avoir vu, super, Eva Rein-Hill. Génial. Je vois qu'il y a des personnes qui la citent. Écoutez, c'est génial. Pour vous dire, ce qui va se passer, c'est qu'on va choisir, je reviendrai sur les commentaires une fois cela terminé, une fois le live terminé, donc je reviendrai sur tous les commentaires et on sélectionnera, on publiera un message sur la page Facebook de Superprof et donc on pourra ensuite, sur cette base-là, vous donner les résultats de cette petite question. En tout cas, bravo vous parce que vous avez suivi le live et ça fait plaisir de voir qu'autant de personnes répondent et sont présentes. C'est génial. Je vous l'avais promis, on est à plus de 720 commentaires, c'est super. Maintenant, je vais remonter et je vais m'aider, solliciter Gaëtan pour répondre à vos questions. On va se prendre 15 minutes encore pour terminer ce live à 19h. On va vraiment terminer dans les temps. Mais je vais répondre à toutes vos questions sur la prise de parole, sur l'art oratoire dans la mesure du possible. En tout cas, si vous voulez travailler avec moi, travailler sur vos prises de parole, être plus impactant, mieux gérer votre stress, sachez que c'est avec grand plaisir que je travaille en visioconférence et que j'aurai le plaisir de vous accompagner ou même de vous donner quelques conseils. Vous me contactez sur Facebook, vous m'ajoutez Nicolas Mel et avec grand plaisir pour vous aider. En tout cas, je vais maintenant répondre à vos questions si vous en avez. Gaëtan, je vais demander ton aide pour voir s'il y a des questions qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Et je vais donc remonter progressivement. Ok, donc Mehdi nous dit concrètement comment regarder quelqu'un. Regarder quelqu'un, c'est quoi? Quelle partie du visage regarder? Alors, Mehdi, donc, pour répondre à ta question, moi ce que je fais, c'est que je regarde des yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je regarde quelqu'un, je ne vais pas me demander, Mehdi, ce que tu te dis de moi. Je vais simplement me demander comment tu vas. Parfois, quand on est stressé, on a tendance à regarder quelqu'un en se demandant, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de se dire sur moi? Est-ce qu'il se dit que je suis bizarre? Est-ce qu'il se dit que je ne suis pas normal, etc., etc. Et ça, c'est le meilleur moyen de se mettre à stresser.
Donc ce que je vous invite à vous dire dans une prise de parole, c'est pas lui qui me regarde, c'est pas elle qui me regarde, c'est moi qui la regarde. Si c'est moi qui la regarde, si c'est moi qui le regarde, je vous assure que vous changez totalement la donne. Vous n'êtes pas des spectateurs de votre prise de parole, vous en êtes des acteurs. Si je suis acteur de ma prise de parole, dès lors, je ne suis pas regardé, c'est moi qui regarde. Donc je vais regarder des yeux, je ne vais pas regarder des regards, parce que le regard sous-entendrait que je cherche à interpréter ce qui m'est donné. Je vais simplement regarder des yeux et être contemplatif vis-à-vis de ce que je vois en face de moi. Et ça s'arrête là. Ensuite, je vais répondre à la question de Stéphane, comment gérer sa peur? Alors Stéphane, il y a plein de façons de gérer sa peur. La première des réponses que je peux t'apporter, c'est de la connaître. Puisque la peur, je pourrais te faire tout un cours là-dessus et c'est vraiment une passion que j'ai, c'est le résultat d'une émotion. Hein, on avait vu qu'il y avait une séance super prof là-dessus. Je ressens une émotion naturelle, celle-ci est analysée par mon cortex préfrontal qui va me créer un sentiment, ce sentiment va déclencher une action. Bon. Si je veux gérer ma peur, il faut d'abord que je comprenne quelle en est l'origine, quelle est la situation déclenchante, le pourquoi. Et une fois que j'ai identifié ça, je vais, et ça mérite un travail avec un coach, je pense, essayer de changer mon rapport, ma perspective à l'événement. Je te donne un exemple. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'échec. J'ai peur de me rater, j'ai peur de faire, d'arriver devant quelqu'un et puis de faire une grosse connerie. Quoi. Et ces personnes-là, ce qu'on va faire, ce qu'on va travailler en coaching, c'est qu'est-ce que veut dire l'échec pour elles et comment changer de vision. C'est-à-dire, est-ce qu'au final, l'échec, c'est pas de la réussite différée? Est-ce que échouer maintenant, c'est pas me permettre de réussir demain? Est-ce que si j'ose réussir, est-ce que si j'ose échouer, eh bien, ce ne sera pas une façon pour moi de réussir plus tard. Voilà. C'est une manière de changer son état d'esprit et d'être beaucoup plus enclin à accepter l'échec. On pourrait en parler très longtemps, mais en tout cas, l'idée, c'est de travailler ses croyances, Stéphane. Lucas, qui nous dit qu'il passe des entretiens, et j'imagine que beaucoup le font. J'ai du mal à respirer, à m'exprimer lorsque je dois expliquer quelque chose que je ne maîtrise pas ou qui est assez complexe. As-tu des conseils pour s'exprimer face au jury? Oui. Alors Lucas, ce qu'on va faire tout simplement, c'est de télécharger Respire Relax Plus et je te conseille d'appliquer ou de t'en servir tous les jours. Ça va sembler bête et méchant, mais ce qui se passe dans ton cas Lucas, c'est que tu ressens une forte émotion quand tu dois t'exprimer parce qu'il y a sûrement beaucoup de peurs qui sont en jeu. Et simplement, on va essayer de diminuer l'émotion dans un premier temps avec des exercices de respiration. Dans un second temps, je t'invite à te faire accompagner par quelqu'un et cette personne, soit un coach en prise de parole ou autre, va te poser des questions du type « qu'est-ce qui te fait peur ?» Et là, des croyances vont émerger. « Ah mais moi j'ai peur d'avoir une mauvaise note, j'ai peur au fond de paraître bizarre, j'ai peur de ne pas réussir. » Bon, ces peurs, ce qui se passe dans ton cas, c'est qu'elles sont trop fortes. Et elles sont tellement fortes qu'elles créent exactement ce qu'elles redoutent. Donc dans ton cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ces croyances et ça mérite le travail d'un professionnel pour changer des croyances. Je donne 3 idées. Et là, je fais référence à des experts sur le sujet. Je vais simplement 1. Essayer de créer des croyances qui soient vraies. Si les croyances ne sont pas crédibles, ça ne marche pas. Donc tout ce qui est méthode Coué du type « je suis le meilleur des orateurs, j'ai confiance en moi », comme pas possible, n'essayez même pas. Je veux dire, à un moment donné, ça va peut-être marcher, mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vrai. Donc je déconseille fortement. 2. Des croyances qui soient utiles. Parce que certaines croyances sont vraies, mais elles ne sont pas utiles. Par exemple, le fait de me répéter « je ne sais pas si je vais arriver à passer cet examen », c'est vrai, mais ce n'est pas une croyance utile. Donc il faut qu'elle soit crédible, il faut qu'elle soit utile. Et dernière chose, et ça c'est les travaux récents de beaucoup d'auteurs qui nous le disent, il faut qu'elle soit émotionnellement engageante. C'est-à-dire qu'il nous faut avoir des phrases qui nous touchent ou qui touchent à nos valeurs. Exemple, si je suis quelqu'un qui aime le challenge, qui aime bien, la compétition, eh bien c'est génial si j'ai une phrase du type un échec aujourd'hui, c'est une réussite demain. L'échec me permet d'atteindre plus vite ma réussite. Je dois bien me connaître mes valeurs pour construire des croyances qui soient utiles, crédibles et émotionnellement engageantes. Et là, on arrive à créer quelque chose de fort. David, qui nous dit « En face d'une grande audience plus caméra, je perds souvent mon fil conducteur malgré m'être entraîné encore et encore. » Une astuce. Oui, alors face caméra, ce que je peux te conseiller, c'est tout simplement, moi c'est un truc que je faisais au tout début puisque j'avais créé une chaîne YouTube et j'avais du mal à parler face caméra aussi, je trouvais ça pas facile. Ce que j'ai fait au tout début, c'est que j'ai collé une petite photo d'un ami à moi, enfin on était tous les deux, et le fait de voir cette photo quand j'étais un peu stressé, ça me rassurait, ça me faisait sourire. Donc pour avoir l'impression de parler à quelqu'un, je me mettais une petite photo à côté de l'objectif, je peux t'assurer que ça aide pas mal. Devant un grand public, ce qu'on va faire, c'est appliquer la petite technique du regard. Et je vais regarder chaque personne. Moi, je ne regarde pas un public, je regarde chaque personne qui le constitue. Et là, j'arrive à créer quelque chose d'intéressant. Si je suis stressé à l'idée de parler en public, c'est parce que j'ai l'impression de parler à une foule. Et en vérité, vous ne parlez jamais à des foules. Vous
parler à chaque individu qui la compose. Fofita, comment avoir confiance à prendre la parole quand il s'agit d'une langue étrangère? Alors ça, c'est super intéressant, Fofita. Pareil, on en a très peu parlé, mais on va pas se mentir, on est entre nous. C'est pas en appliquant le regard, la posture et la voix que hop là, je peux réussir toutes mes prises de parole sans préparation. La préparation est primordiale. Et dans le cas d'une personne qui ne maîtrise pas très bien le français, la préparation va être d'autant plus importante. Dans ce cas, ça va demander des supports qui vont être préparés un peu différemment, ça va demander de réfléchir sa prise de parole autrement, peut-être un peu plus de lecture, peut-être un peu moins de regard. Mais en tout cas, ce qu'on peut commencer par faire, c'est par le rappeler. Dès lors que vous le rappelez, les gens sont beaucoup plus bienveillants et compatissants parce que le français n'est pas votre langue maternelle. Pareil, j'accompagne pas mal de personnes qui ont cette problématique-là et on peut tout à fait en parler dans le cadre de coaching. L'échec est un apprentissage. Super, je vois qu'il y a énormément de commentaires, ça me fait plaisir. Je vais en prendre encore quelques-uns jusqu'à 19h. Mariangela, comment réduire le débit? Alors, pour réduire le débit, là-dessus, vous avez un vrai sujet également. Le débit de parole, quand vous creusez un peu le sujet, vous avez beaucoup d'auteurs, je pense à un certain Colas Ries, qui est un agrégé de français, qui nous explique que, au fond, un débit rapide n'est pas un problème. De la manière qu'un débit lent n'est pas un problème. En fait, ce qui est problématique, c'est de viser l'eau tiède. Pourquoi? Parce que l'eau tiède, 150, 160 mots par minute, c'est ce qu'on entend le plus souvent. Vous allez sur Facebook, vous regardez une vidéo, vous entendez ça. Vous allez sur YouTube, vous entendez ça. Et ce qui se passe, c'est que l'eau tiède, c'est pas du son, c'est du bruit. On n'y fait pas attention. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne jamais être dans l'eau tiède. Si vous voulez convaincre, si vous voulez montrer une passion, si vous voulez être enthousiaste, parlez vite. Exagérer un débit rapide. Il a été prouvé que le fait de parler rapidement permettait d'être plus convaincant. De la même façon, si vous voulez inspirer, être solennel, montrer du calme, faciliter la mémorisation, pensez à notre Barack Obama international et soyez tout aussi lent que lui. Un débit qui avoisine les 120 mots par minute. Vous regardez les vidéos de Barack Obama, vous allez voir, il est ultra lent. Mais la lenteur est très bonne dès lors qu'elle sort du cadre classique de 120 mots par minute. Donc, pour répondre à la question de Marie-Angela, je ne chercherai pas à réduire le débit, je chercherai à le marquer, soit plus lentement, soit plus rapidement. Et je chercherai à être dans le contrôle. Et un débit rapide n'est pas un problème dès lors qu'il est contrôlé. De la même façon qu'un débit lent n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est le débit d'eau tiède. C'est le débit qui est commun et qui fait que notre voix passe pour être du bruit. Je descends, je vois qu'il y a d'autres commentaires. Alors Lisa, comment gérer la voix qui tremble? Alors ça, c'est une super question de Lisa. Et je vois qu'il y a plein de questions. Guillemette, comment être captivante avec un masque? C'est un vrai sujet, là, pour le coup. C'est une question que je me pose encore. Pour ce qui est de la voix qui tremble, alors ça, sachez que la voix qui tremble, ça mérite tout un cours sur la respiration et l'étude de la production de voix humaine. La voix est produite par la respiration, c'est-à-dire qu'avant d'être du son, le son c'est de l'air. Et si vous respirez mal, si vous avez une voix qui tremble, c'est souvent parce qu'on a une respiration thoracique, voire claviculaire. Et donc vous avez soit un excès, soit un manque d'air. Là, il y a un vrai travail de respiration à mener. J'en ai souffert, beaucoup de gens en ont souffert, et sachez que ça se travaille. En coaching, on le fait en 1 à 2 séances, et vous pouvez dire adieu à votre problème de voix qui tremble. Je continue, je prends encore quelques questions. Franck, pourquoi il m'est facile de parler 2 minutes devant un public et pas devant une caméra ou un micro? Alors ça, c'est un vrai sujet, tu n'es pas le seul à en souffrir. Pareil, qu'est-ce que je mets derrière une caméra? Est-ce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de seconde chance? Est-ce que j'ai l'impression que, au fond, je vais devoir réussir à tout prix? Pour être tout à fait honnête, je vous fais à nouveau une confidence. Quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, dans ma tête, il fallait que ce soit parfait tout le temps. Et donc, dès que c'était raté, hop, je reprenais. Dès qu'il y avait un petit bug, je m'arrêtais. Et cette quête du perfectionnisme, elle a bien des intérêts, mais sachez que dans le cadre d'une prise de parole, elle est clairement contre-productive. Donc, ne cherchez pas à être parfait, cherchez simplement à appliquer des techniques, à appliquer des outils, et Dieu sait qu'il y en a encore une fois beaucoup, mais ne cherchez pas à faire parfaitement, vous n'y arriverez pas. Et souvent, rappelez-vous de cette phrase qui est très connue, le mieux est l'ennemi du bien. Donc si je veux faire au mieux, souvent je préfère ne rien faire. Et ce n'est pas une très bonne chose en prise de parole. Donc ne soyez pas perfectionniste, cherchez à faire avant de bien faire. Et c'est déjà super. Allez, je prends encore quelques questions. Voilà, Marine, j'ai le plaisir de lire Marine, une de mes anciennes élèves qui est passée par Superprof également, avec qui j'ai travaillé et qui nous dit que la voix qui tremble a disparu. Ça me fait plaisir de te lire, Marine, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. L'addiction, s'il vous plaît. Alors,
la diction. Alors c'est génial que Hugues Auffalandry nous mette la référence de l'article d'Eva Reine-Hill en question. On rentrera en contact si vous le souhaitez, Hugues, et je m'intéresse beaucoup aux sources dans la prise de parole, puisque c'est un vrai sujet. Vous savez qu'il existe beaucoup d'avis différents. L'addiction, s'il vous plaît. Alors l'addiction, pareil, vrai sujet. L'articulation, l'addiction, c'est pas exactement la même chose. L'addiction, ça va être connoté à une certaine forme sociale. Et puis l'articulation, elle, est plus liée à la prononciation de certains mots. Bon, sachez que en fonction de nos accents, de nos origines, nous avons plus ou moins la capacité à bien articuler. Mais sachez qu'elle se travaille. Vous pouvez tout à fait utiliser ce qu'on appelle des virelangues. Les virelangues, ce sont des phrases compliquées à prononcer et qui permettent de travailler techniquement son articulation. Je vous en fais une et je vais essayer de ne pas me tromper. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur sans chaussettes sèches. Voilà, vous l'avez peut-être vu sur Superprof, je me suis bien loupé là-dessus, mais là je ne me suis pas loupé, j'ai de la chance. En tout cas, avec des phrases compliquées à prononcer, vous pouvez très bien développer votre articulation. Et ce que vous pouvez faire si vous êtes déjà à un certain niveau, c'est vous inspirer de phrases encore plus compliquées, vous entraîner avec des phrases de plus en plus compliquées. Moi, je vais vous raconter une expérience en la matière. J'avais parfois un peu de mal à articuler le matin quand j'étais un peu fatigué. Et qu'est-ce que je me suis fait pendant plus d'une année? Tous les matins, je me réveillais, j'allais au travail et je m'entraînais à répéter des phrases. Je les répétais sans raison. Et je peux vous assurer qu'à un moment donné, ça permet de parler vite et d'avoir une très bonne diction. Alors tout le monde n'en a pas besoin, c'est vrai, de la même manière que tout le monde n'a pas besoin de cours de prise de parole, mais ceux qui font l'effort arrivent à des résultats bien plus élevés parce qu'eux auront consenti parfois de l'argent, parfois du temps pour se former et donc pour se développer. Allez, je prends une dernière question, puisqu'on arrive à la fin de cet atelier. Quel est le prix d'une séance de coaching SVP? Alors ça, vous pouvez le retrouver sur Superprof. Donc je vais le dire, il n'y a aucun problème. Ce sont des séances qui sont à 80 € de l'heure et des séances d'1 heure et demie, donc de 120 €. Je m'arrange en général avec les participants pour faire des prix dès lors qu'il y a des ensembles de séances suffisamment importants. Et de toute façon, ce que vous pouvez faire là, c'est me contacter sur mon Facebook Nicolas Mel et on pourra tout à fait échanger à propos de votre situation. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous tapez Nicolas Mel, Nicolas MEL sur Facebook, vous allez retrouver quelques-unes des vidéos que j'ai le plaisir de réaliser. Et de toute façon, on reste en contact, on continue de travailler ensemble si vous le souhaitez. Sachez que la prise de parole, c'est un art, c'est un sport, c'est une compétence. Et par là, ce que je veux dire, c'est que ça se travaille. Vous avez sûrement déjà commencé à le travailler et je trouve ça génial. Et je suis sûr et certain qu'on peut continuer à se développer, à être plus impactant, à mieux gérer son stress, bref, à être plus heureux au quotidien dans sa vie personnelle, professionnelle. Et je crois que la prise de parole et l'art oratoire sont d'excellents moyens pour ce faire. Sur ce, je vois qu'il y a encore des commentaires, n'hésitez pas à en mettre. Moi, je vais m'arrêter là. Encore une fois, je vous remercie d'avoir assisté à ce live. Moi, j'ai eu grand plaisir à travailler à son organisation et à échanger avec Gaëtan et toute l'équipe de Superprof qui font encore une fois un travail remarquable pendant toute cette période de confinement et de déconfinement. On a la chance d'avoir des personnes aussi engagées et aussi motivées qui organisent des lives ou bien des interventions comme celle-ci. Je sais qu'il y en aura encore d'autres lors des semaines qui suivront et j'aurai en tout cas grand plaisir à vous accompagner si besoin. Sur ce, je m'arrête là. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.